Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous. Nous continuons nos séquences relatives à la théorie de l'offre et de la demande. Et dans cette séquence en particulier, on va s'intéresser aux déterminants de la demande et voir comment ces déterminants vont influencer la demande de façon générale. Avant toute chose, je tiens à préciser que tout ce que je vous présente est issu d'un excellent ouvrage de référence qui s'appelle Principes de l'économie, qui a été rédigé par un professeur à l'université de Harvard et économiste, Gregory Mankiw, et que cet ouvrage est disponible aux éditions de Book. Alors, pour les déterminants de la demande, je vais vous proposer un petit exercice, à savoir de réfléchir à votre consommation, à votre propre demande de gaufres et de réfléchir à la façon dont vous décidez du nombre de gaufres que vous achetez chaque semaine, chaque mois, chaque année. Autrement dit, quels sont les facteurs qui influencent votre décision? Bien sûr, j'ai pris l'exemple des gaufres parce qu'en Belgique, c'est une spécialité nationale, au même titre que nous sommes très bons pour tout ce qui est frites, chocolat, bière, mais également humour, dessinateur, ce genre de choses. Bref, vous y avez réfléchi au déterminant. Le premier déterminant qui vous est probablement venu à l'esprit, c'était le prix. Forcément, à 20 € la gaufre, vous en achèteriez probablement moins, voire aucune. À 20 centimes la gaufre, vous en achèteriez probablement davantage, y compris pour en offrir à vos amis, à votre famille. Alors, si la quantité demandée diminue quand le prix augmente et augmente lorsque le prix diminue, on dit que la quantité demandée évolue en fonction inverse du prix. Cette fonction inverse est valide pour la plupart des produits dans une économie et elle est même tellement générale que les économistes la qualifient de loi de la demande. La loi de la demande nous dit ceci: toute autre chose étant égale par ailleurs, quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée diminue et inversement. Cette loi de la demande est forcément primordiale. Alors, au niveau des déterminants, le second déterminant que vous auriez pu identifier, c'est les revenus. Forcément, qu'adviendra-t-il de votre demande de gaufres si vous ne trouvez pas d'emploi cet été, si vous n'avez donc une baisse ou une perte de revenus? On peut raisonnablement penser qu'en cas de baisse de revenus, votre demande pour des gaufres diminuera également. Si vos revenus baissent, vous aurez tendance à dépenser moins d'argent de façon globale. Si la demande d'un bien baisse quand le revenu diminue, on parle de bien normal. C'est-à-dire que la plupart des biens produits et vendus dans notre économie répondent à cette constatation: quand les revenus d'une personne diminuent, sa consommation en biens et services diminue. Cela étant dit, tous les biens et services produits et vendus ne sont pas des biens normaux. Il y a ce qu'on appelle des biens inférieurs. Alors, un bien inférieur, c'est un bien qui voit sa demande augmenter quand le revenu diminue. Donc, j'ai un pouvoir d'achat qui diminue, j'ai peut-être perdu mon emploi, et tout d'un coup, mon comportement en tant qu'acheteur va être changé et je vais commencer à consommer davantage de certains produits. C'est ce qu'on appellera des biens inférieurs au sens économique du terme. Un exemple de bien inférieur, si j'ai une perte d'emploi, je vais peut-être perdre ma voiture de société, ou je vais peut-être en tout cas faire attention aux kilomètres que je parcours en voiture, parce que l'essence, ça coûte cher, l'assurance auto, ça coûte cher, le risque de faire un accident est élevé. Je vais peut-être dire, oh là, je réduis ma consommation euh, de voiture et je vais privilégier des moyens de transport alternatifs, que ce soit le vélo ou les transports en commun, métro, tram, bus, qui vont donc voir leur consommation augmenter lorsque ma situation personnelle sera détériorée. C'est ce qui est considéré comme un bien inférieur au sens économique. Autre déterminant de la demande que vous auriez pu identifier, le prix des produits substituts. Autrement dit, si par exemple le prix des churros diminue. Si vous ne savez pas c'est quoi un churros, réjouissez-vous, l'image apparaît maintenant à l'écran. Il s'agit d'un dessert sucré qui se mange généralement chaud et assez gourmand. Si le prix des churros diminue, la loi de la demande nous dit que vous allez probablement en acheter davantage. En même temps, vous achèterez probablement moins de gaufres. Le prix des gaufres étant échangé, si le prix des churros diminue, vous en consommerez probablement davantage. Dans la mesure où la gaufre et les churros satisfont des désirs similaires à savoir celui de dessert chaud et sucré,
la baisse du prix d'un bien réduira la demande d'un autre bien. Et donc, ces deux produits seront appelés des produits substituts. Alors, exemple de produits substituts, le burger et le hot dog. Si on est dans une foire ou lors d'un événement, par exemple sportif, et euh, il y a des échoppes qui vendent à gauche des hot dogs, à droite des hamburgers, si un des commerçants commence à faire une promotion en disant bon, ben, les hot dogs sont vendus à moitié prix, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une partie importante des consommateurs se disent bon, ben, tout ce que j'ai envie, c'est de quelque chose de gras, de chaud, de salé. Je vais prendre le moins cher et donc quand la baisse du prix des hot dogs entraîne une réduction de la demande d'hamburgers, on comprend que ce sont des produits substituts. Autre exemple, si le prix des tickets de cinéma augmente de trop, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les services de streaming en ligne, de télévision à la demande. Autre exemple encore, quand le prix de l'essence augmente de trop, on pourrait s'attendre raisonnablement à avoir une augmentation des trajets en train notamment, tout comme un autre exemple de produits substituts peuvent être l'aviation et les trains. Dire, bon, bien sûr que c'est pratique de prendre l'avion entre deux points, mais si le prix du ticket, l'avion entre deux points, mais si le prix du ticket d'avion augmente de trop, un certain nombre, voire un bon nombre de consommateurs commencera à privilégier l'option non seulement plus économique, mais également moins chère qu'est le train. Ce sont donc autant d'exemples de produits substituts. Troisième déterminant, troisième déterminant que vous auriez pu m'identifier, c'est le prix des produits complémentaires. On peut par exemple supposer que le prix des fraises ou du chocolat, on aime ça en Belgique, diminue. D'après la loi de la demande, si le prix des fraises diminue, vous en achèterez probablement davantage. Pourtant, dans ce cas, il est probable que vous achetiez également davantage de gaufres, simplement parce que fraises, chocolat, gaufres se marient agréablement. Quand la baisse du prix d'un bien suscite une augmentation de la demande d'un autre bien, ces deux produits sont dits complémentaires. Exemple de produits complémentaires, la voiture et l'essence. Si on assiste à une forte réduction du prix de la voiture, on vendra davantage de voitures. Avoir une voiture sans pouvoir rouler avec, si c'est juste pour la mettre dans son garage, ça ne sert pas à grand-chose. On assistera donc probablement à une augmentation euh, du nombre de litres d'essence vendus. Autre exemple de produits complémentaires, les ordinateurs et les systèmes d'exploitation. Quand on achète un ordinateur, parce qu'il y a par exemple une réduction du prix, beaucoup de consommateurs se diront c'est peut-être le moment de s'équiper. En parallèle à ça, on assistera à une augmentation de la vente de logiciels et de systèmes d'exploitation. Autre exemple, supposons qu'il y ait une très forte promotion sur la peinture ce week-end. Un certain nombre d'acheteurs risquent de se dire, tiens, le prix de la peinture a vraiment diminué. C'est peut-être le moment ou jamais de faire ces travaux de peinture qui attendent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui vont donc aller procéder à l'achat en grande quantité de peinture. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, si je commence à peindre, j'ai besoin de pinceaux. Et donc, la baisse du prix de la peinture s'accompagnera d'une augmentation à prix inchangé de pinceaux. Il s'agit donc d'un produit complémentaire. On peut aussi songer par exemple à une grosse promotion sur les machines à café qui s'accompagnera inévitablement d'une augmentation de la vente de capsules de café. Ou encore, si on songe aux imprimantes, une augmentation de la vente d'imprimantes s'accompagnera inévitablement d'une augmentation de la vente de cartouches d'encre. Ce sont tous des exemples de produits complémentaires. Autre déterminant de la demande, les goûts, c'est-à-dire les préférences des consommateurs. Il faut bien comprendre ici que il s'agit évidemment du déterminant le plus évident de la demande, mais en général, les économistes n'essayent pas d'expliquer les goûts des gens parce que ça dépend de forces historiques et psychologiques. En Belgique, par exemple, on apprécie particulièrement le caramel. C'est beaucoup moins le cas au Portugal, mais les économistes ne s'attachent pas à expliquer la nature des préférences locales. Par contre, ce qui les intéresse, c'est d'étudier le mouvement de vente, les répercussions sur les ventes d'un changement de goût, d'un changement de recette
sur le marché. C'est également un enjeu majeur pour les entreprises qui font des études de marché précises pour s'assurer que la mise sur le marché d'un produit avec une nouvelle recette ne diminuera pas leur vente. Un des derniers déterminants qu'on examinera ensemble, c'est évidemment les anticipations, à savoir vos attentes concernant l'avenir futur affectera inévitablement votre demande présente de biens et de services. Pour le dire autrement, on peut évoquer le cas d'une augmentation de revenus. Si je sais que le mois prochain, j'ai une augmentation salariale parce que j'ai un nouveau poste dans une entreprise qui s'accompagne d'une augmentation salariale, il est probable que dès aujourd'hui, mon niveau de vie, euh, pas mon niveau de vie augmente, mais mes dépenses augmenteront parce que je sais que mon niveau de vie euh, augmentera d'ici quelques semaines. Et donc, en anticipant une hausse de revenus, mon comportement d'acheteur peut déjà varier aujourd'hui. Et même exemple pour le prix d'essence. Si on anticipe une augmentation du prix de l'essence à partir de demain, un bon nombre de consommateurs nécessitant de remplir leur réservoir iront faire le plein à la pompe encore ce soir en disant bon, ben, ça sera toujours ça de gagner puisque le prix augmente demain. Autre exemple, tiré de la pandémie actuelle, c'est cette frénésie d'achat du papier toilette. Combien de consommateurs avaient peur d'une pénurie mondiale et se sont rués massivement sur l'achat de rouleaux de papier toilette en magasin. Tout ça parce qu'ils anticipaient que peut-être il y aurait une pénurie mondiale, ce qui a eu donc des répercussions directes sur leur comportement aujourd'hui. Dernier exemple lié au marché des crypto-monnaies. Beaucoup d'investisseurs spéculent sur la valeur future du Bitcoin, sont persuadés que le prix ne peut que monter et adaptent du coup leur comportement aujourd'hui en se disant tiens, je vais accumuler des crypto-monnaies dans l'espoir de faire un investissement particulièrement rentable sur le long terme. Tout ça sont des exemples d'anticipation d'événements futurs qui affectent immédiatement mon comportement actuel dans mes décisions d'achat. Dernier déterminant, avant-dernier déterminant qu'on va voir ensemble, la population, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs. Forcément, plus il y a d'acheteurs, plus la demande pourrait être forte. Deux exemples qui sont liés aux anticipations. Un, le tourisme. Si je suis un marchand de glace, si je suis un marchand de gaufres à la côte, je peux raisonnablement m'attendre à une augmentation significative du nombre de touristes en cette fin de semaine, en ce week-end, et adapter en conséquence mes stocks qui se vendront davantage. C'est également le cas pour des changements démographiques. On a eu dans les années 50 une vague de naissance qui a donné lieu au nom baby boom. Ces personnes nées dans les années 50 sont proches de l'âge de la retraite et on appelle ça maintenant le papy boom. Mais cette augmentation significative du nombre de personnes âgées dans notre société va donner lieu à une augmentation massive de la demande pour certains biens et services particuliers adaptés à cette catégorie de personnes et à leur âge. Il y a donc une opportunité de marché, mais ça va avoir un impact direct sur la demande pour certains biens et services très particuliers. Enfin, le dernier déterminant qu'on examinera ensemble, il s'agit de la publicité. On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'au terme d'une campagne de publicité, quelle qu'elle soit, il y ait une augmentation de la demande. C'est en tout cas le but. Alors, on a vu ensemble tous les déterminants de la demande. Dans la prochaine séquence, on s'intéressera à ce qu'est un plan de demande, à ce qu'est une courbe de demande, et on verra comment ces déterminants influencent et déplacent la courbe de demande. Merci pour votre attention. À tout de suite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo. Merci pour tout. À bientôt. Ciao.